Alors, aujourd'hui, j'aimerais confronter non pas deux versions d'une même histoire, comme on a l'habitude de faire sur la chaîne, une version cinématographique, une adaptation d'un roman par exemple, mais plutôt deux univers, deux cosmologies que j'aime beaucoup, pas explorer, deux façons, on va dire, pour le monde de répondre à la curiosité humaine. Nous allons mettre en regard Comte Magnus, donc de M.R. James, donc une nouvelle d'M.R. James, et celui qui hante les ténèbres, The Haunter of the Dark, de H.P. Lovecraft. Alors, c'est là deux récits qui, en apparence, racontent presque la même chose. On a toujours la figure de l'érudit, on a toujours la topologie d'un lieu chargé d'histoire qu'il va falloir explorer. Donc, on a une enquête qui se met en place, on a une curiosité qui s'aiguise, et puis arrive la rencontre. Advient donc la rencontre, et le regard va se poser là où il n'aurait pas dû se poser. Et ce qui m'intéresse ici, ce qu'on va essayer de tracer, en tout cas comme parallèle et comme élément d'analyse, au-delà de la trame, c'est cette mécanique. Car dans les deux cas, le regard déclenche quelque chose, parce que le regard accroche quelque chose, ou le regard va insister, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû, et cela déclenche, met en marche un processus. Et la nature de ce processus change radicalement d'un auteur à l'autre. Donc on a Emergence qui a quand même influencé Lovecraft, et ça va être intéressant de voir un peu comment comment ces deux univers, tout en se faisant des clins d'œil peut-être, vont se distinguer. Chez Emer James, on a presque l'impression que le regard offense. Souvent il offense, on dérange une entité, on réveille une volonté, et cette volonté va se montrer vindicative. Ce qui la rend presque vaine. On va voir que c'est démesuré souvent en fait. Ce qui va se déclencher par rapport à un simple humain, finalement, ce qui a été fait. On a envie de dire calme-toi. Il y a donc une sorte de sanction morale. Voilà, c'est vraiment ciblé. On a franchi une limite, donc on en paye le prix. Et chez Lovecraft, ce n'est pas exactement cela. Le regard ne semble pas tant offensé qu'il n'active. C'est une petite nuance, mais je trouve que ça a toute son importance ici. On déclenche quelque chose de l'ordre du protocole. Ça va de soi, j'ai envie de dire. C'est comme si l'univers fonctionnait selon des conditions préalables. Si telle chose est vue, si telle condition est réunie, alors le mécanisme se met en marche. Ce mécanisme ne relève pas tant de la morale que de la connaissance. Voilà, c'est un peu, tu veux savoir, bah tu vas savoir. Maintenant, es-tu capable d'assumer ce que maintenant tu sais? Chez Lovecraft, c'est ça, on cherche à comprendre, on enquête, on compile, on croise des indices, on élabore des hypothèses, c'est très documenté tout ça, il y a une démarche très scientifique là-dedans. Plus la compréhension progresse, plus on se rapproche du point critique. Ce point critique, alors c'est peut-être la révélation, mais c'est une révélation insoutenable. Ce n'est pas comme chez M.R. James où on a par exemple commis une faute morale peut-être, mais tout simplement parce que l'esprit humain, dans sa structure même, n'est pas fait pour intégrer certaines vérités. La connaissance finalement, donc poussée à son terme, ne mène pas à la maîtrise, ce qu'on pourrait espérer, elle va mener à la folie ou à la mort. Dans le meilleur des cas, des fois. La mort est parfois salutaire chez Lovecraft. Et donc dans cet épisode, je vais raconter ces deux histoires, donc cette histoire d'Emer James comparativement à celle de Lovecraft, en commençant par celle d'Emer James, peut-être pour mieux voir l'influence qu'il a pu avoir sur Lovecraft, dans sa fabrication narrative, dans sa structure narrative finalement. Et aussi dans sa cosmologie, dans sa construction un peu de son univers, de son mythe, de ses entités en mouvement. Et comment ces rencontres se font avec l'humanité. Voilà, ça va être intéressant, je trouve, ici, de voir en fait comment se distinguent ces cosmologies, ces différentes cosmologies. Donc nous commencerons par Count Magnus. Alors nous suivrons dans Count Magnus, c'est un érudit anglais qui voyage, qui va aller en Suède, qui mène son enquête de manière assez méthodique en fait. C'est ce qui motive son voyage, c'est avant tout cela, c'est faire une sorte de journal de voyage. On verra les avertissements qu'il ne comprend pas ou juste qu'il n'entend pas, parce qu'il n'y a pas de raison de toute façon. Et on va avoir une logique de revanche qui est déclenchée, une punition qui semble complètement fabriquer le récit, gouverner le récit et en faire presque un conte. Ça rappellera d'ailleurs à certains peut-être d'ailleurs la nouvelle de Dracula, justement, l'invité de Dracula, qu'on a aussi couvert sur cette chaîne. Et après ça, nous passerons à Lovecraft. Et là, nous verrons comment une structure presque identique bascule vers autre chose. Ce n'est plus une vengeance, mais ça va être mais on va assister à une révélation cosmique. Donc deux histoires, deux regards, et deux façons de mourir, ou deux façons pour le monde de répondre ou de récompenser à sa façon la curiosité humaine. Il va de soi que je vais beaucoup synthétiser, enfin à ma façon, mais il va quand même falloir que je nuance certains éléments pour éviter de généraliser. Chez Lovecraft, par exemple, voilà, j'avance que la révélation est souvent fatale. Elle déclenche la folie, elle déclenche la mort. Je pense par exemple à la maison de la sorcière, à la chose sur le seuil, à l'affaire Charles Dexter Ward. Donc voilà, on a des accumulations d'indices qui finissent par produire, sculpter une vérité que l'esprit humain ne peut contenir, ne peut appréhender.
Ce n'est pas systématiquement la mort. On a les rats dans les murs, on a plein d'autres nouvelles comme cela, où en fait, parfois c'est plutôt la perte d'humanité. Parfois c'est la contamination, ou c'est l'assimilation par les systèmes même qu'on voulait comprendre. Je pense notamment à Innsmouth. Mais voilà, il y a toujours un prix. Et ce prix n'est pas nécessairement moral, c'est ce que j'essaie de dire. C'est vraiment, ça a trait plutôt aux conditions même d'existence, peut-être. On ne meurt pas parce qu'on a péché, ça n'a rien à faire là, si vous voulez. On meurt ou on bascule parce qu'on a vu ce qui ne peut que nous transformer, ce qui ne peut que transformer en profondeur la part humaine du témoin. Et attention, ce n'est pas que l'homme n'est pas censé voir, il peut voir s'il le veut, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un interdit qu'il brave, on va dire, il a vu, donc il sait. Ce qui est vu est su, et ce qui est su entraîne une mise à nu. Alors je suis pas sûr de cette rime, mais voilà, je sais pas où j'allais avec ça, mais si on compare à Emer James, la condamnation, elle, n'est pas toujours si fatale. On peut s'en sortir. Par exemple, dans Oh Whistle and I'll Come to You, My Lad, ce n'est pas la connaissance en soi qui est punie, je dirais plutôt que ce qui est mis à l'épreuve, c'est l'arrogance rationaliste. Là, voilà, nous avons un professeur, un érudit, qui veut tout réduire au folklore. Voilà, c'est les fantômes, les apparitions, etc. Donc il ironise, il méprise. Et il est ramené à une forme d'humilité à la fin de l'histoire, finalement, parce qu'il va être témoin de choses qu'il ne peut loger, on va dire, dans la case rassurante de la science, on va dire. Il persiste quand même dans sa rationalité, mais il est ébranlé. Il ne meurt pas, il apprend. Et c'est ainsi, finalement, c'est peut-être plus optimiste chez M.H. James. Dans d'autres récits, l'exorcisme, finalement, est possible. On peut refermer la parenthèse, on peut rétablir un ordre, à condition qu'on se concilie avec cette idée d'un, voilà, il y a un petit aparté, il y a un petit quelque chose qu'on ne peut pas toujours rationaliser, qu'on ne peut pas toujours atténuer, comme ça, avec cette approche méthodique. Chez James, l'univers reste, donc malgré tout, structuré. L'étrange est localisé. Voilà, il y a une limite, il y a un sacré, il y a une frontière, mais l'ensemble reste encore intelligible, si on veut. Le monde reste cohérent, et on peut tout simplement ne jamais être confronté à l'étrange. On peut faire sa vie, quelque part. Chez Lovecraft, c'est autre chose. On n'exorcise pas. Ou alors, c'est plutôt qu'on recouvre. On jette la pierre à la mer, on ferme les rideaux, on choisit de ne pas regarder. Mais nécessairement, à partir du moment où on essaie de regarder, on se confronte comme ça à cette frontière qui est là. Et dès qu'on décide de regarder de plus près, on va trouver à voir. Il y a des choses à y voir, effectivement, mais aussitôt, le retour est quasiment impossible. Et donc, il n'y a pas un apprentissage moral là à espérer, il n'y a pas de leçon. Donc, c'est soit on sombre dans la folie, soit on est absorbé par ce qu'on a découvert, soit on meurt. Et parfois, ça arrive, on continue à vivre, mais plus tout à fait du côté des hommes. Donc, c'est pour ça que je trouve que la différence n'est pas simple, mais elle demeure profondément intéressante. Chez James, donc, un monde encore moralement structuré. Voilà, il y a un sens en fait. Les valeurs morales, j'ai envie de dire, ont encore un sens. Il peut être cruel, il peut être vindicatif, il peut être injuste même parfois, mais il y a une logique. On peut au moins s'accrocher à ça. Alors que chez Lovecraft, le monde est cosmique. Il est indifférent, il est démesuré, on est perdu là-dedans. Et la révélation n'est pas un châtiment. C'est un choc, c'est une collision entre l'esprit humain et une réalité qui tout simplement le dépasse. Et c'est précisément autour de cette différence que nous allons entrer dans la première histoire, celle de Comte Magnus. Je suis assez content de la couvrir parce que j'en ai beaucoup parlé. C'est une histoire que j'ai beaucoup lue, que j'aime beaucoup comme livre de chevet. Donc voilà, une petite enquête anodine. C'est souvent le cas chez M.H. James. Petite enquête, petite curiosité qui déclenche un courroux maléfique. Puis nous verrons comment chez Lovecraft, une telle structure peut être reproduite presque à l'identique, mais finalement pour basculer plutôt vers l'abîme. Alors, Comte Magnus. On pourrait presque dire que c'est une histoire de vampire, Comte Magnus, mais bon, je vais peut-être trop vite. Ce qui est intéressant dans cette histoire, donc Count Magnus, c'est que l'histoire ne commence pas du tout par un fantôme, ça ne commence pas du tout par poser un décor gothique, on va dire. Non, elle commence par des papiers. On a un format quasi épistolaire, qui rappellerait encore une fois Bram Stoker, mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire que l'incipit qu'on a donc au début de l'histoire, bon, l'incipit au début bien sûr, c'est que les documents à partir desquels se construit cette histoire, me sont parvenus, donc on a une personne comme ça qui parle à la première personne, me sont parvenus d'une certaine manière. Donc on a l'auteur ici qui justifie en fait ce qui va nous être raconté. Ce sont des documents qu'il consulte, qu'il nous soumet. Comment il a mis la main sur ces documents, on le saura à la fin. On a la figure du narrateur ici qui littéralement s'implique dans l'histoire. On a quelque chose qui nous est expliqué. On a un ensemble de carnets, on a des notes, on a des fragments. Donc on n'est pas dans une légende racontée au coin du feu. Mes enfants, rapprochez-vous, je vais vous raconter l'histoire du comte Magnus, d'une curiosité qui s'est mal terminée. Non, on est dans une reconstitution, on est dans un dossier. Il y a une prétention presque documentaire, une réalité qu'on donne comme ça à l'histoire.
C'est ce qu'on a, ce qu'on nous dévoile là, c'est le journal écrit par la victime. Et c'est une autre voix qui vient reconstruire l'histoire à partir effectivement de ses écrits, mais ces écrits sont forcément fragmentaires. Donc la reconstitution est complétée par des faits divers, des archives, d'autres témoignages. Ça, c'est vraiment, c'est un changement radical si on a l'habitude peut-être de lire ou d'écouter sur YouTube des histoires, des ghost stories victoriennes classiques. Ici, ce n'est pas, il y a une légende qui voudrait que, non, c'est des documents qui retranscrivent que. Voilà, cette bascule, ce petit glissement, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et donc les notes qu'on va nous soumettre, le carnet qu'on va lire, les fragments qu'on va aller consulter à droite à gauche, tournent tout autour d'un certain Monsieur Wraxall. Alors Monsieur Wraxall, c'est un homme cultivé, c'est un homme seul, donc il a le temps pour voyager, c'est un homme d'âge mûr, il vit dans les hôtels, il bouge de pension en pension, voilà, il n'est pas vraiment attaché à un lieu. C'est un explorateur scientifique si on veut. Et on comprend qu'il a déjà en plus publié des livres. Et donc voilà, il est sérieux, il est méthodique. Et il a un défaut. Effectivement, il s'est dit assez tôt dans l'histoire, il est excessivement curieux. Ce défaut, cette curiosité scientifique, ce qui pourrait être une qualité chez un voyageur, c'est ce qui va le perdre. Il part en Suède, donc on est en 1800 quelque chose, et son projet c'est d'écrire un livre de voyage, un livre qui mêlerait donc des descriptions, des anecdotes locales, des récits de familles nobles, des conversations dans une auberge, des choses comme ça. Quelque chose de pseudo-journalistique en fait. On n'a pas vraiment ici une hiérarchisation, on va dire, des genres. Voilà, il va mettre sur le même plan la discussion avec un aubergiste que d'aller fouiller un peu dans les archives d'une famille noble du coin. Voilà. Donc c'est à Stockholm, on le met sur la piste d'archives appartenant donc effectivement à une famille ancienne, donc les de la Gardie. Et donc il suit cette piste et il arrive à Rabeck, je sais plus. Et on plante le décor. Encore une fois, on n'est pas dans une ruine gothique, on s'éloigne vraiment de ces traits qui sont très affectés au romantisme. On est plus dans le manoir, bien entendu. Voilà, il est toujours habité en plus, donc on nous décrit un manoir de briques, une architecture du XVIIe. On comprend que l'horreur ne sera pas fantastique. Elle loge presque dans une banalité, dans quelque chose de très prosaïque. Et ça, c'est pareil, c'est un décalage qui me plaît beaucoup. Comme un film d'horreur en plein jour, voilà, c'est Midsommar. Même si autour de la résidence, oui, on a un parc ancien, on a de grands arbres, on a un mur qui va comme ça presque faire une limite derrière, on a la forêt. Les choses peuvent se loger quelque part, voilà, il y a des possibilités de loger l'horreur par-ci, par-là. Donc c'est bien quand même de poser ce décor de cette manière-là, mais peu s'en faut. Et d'ailleurs, un des éléments de ce décor, finalement, qui va beaucoup l'intriguer, c'est une église, comme ça, perchée sur un promontoire isolé. Donc j'aime bien d'ailleurs qu'on ait l'église isolée comme ça on verra tout à l'heure dans l'histoire justement de Lovecraft que c'est la même chose en fait. Ce qui va déclencher la curiosité justement, c'est une église aussi. C'est une église un peu isolée comme cela. Donc j'aime beaucoup ces clins d'œil. Il va rendre visite à cette église, il va l'explorer. Et c'est peut-être là, qu'on a déjà un début comme ça d'apparition, peut-être de signes d'étrange. Parce que dans cette église, il me semble qu'il visite la nef, il apprécie les galeries en bois, il nous décrit l'orgue. Mais voilà, quelque part, ce qui va peut-être plus l'intriguer, c'est au plafond une scène de jugement dernier qui est dépeinte. Et donc ce n'est pas un jugement dernier comme on pourrait s'y attendre, peut-être noble, majestueux, voilà, avec quelque chose peut-être comme ça qui s'élève vers le ciel, avec le paradis qui attend, etc. Non, là on a des villes qui brûlent, on a des navires en flammes, on a des âmes qui crient, on a des démons qui sourient. Voilà, une complaisance absolue dans l'horreur. Et un autre point aussi qui va être intéressant, c'est qu'adossé à cette église, au nord de l'église, on va dire, on a un mausolée, un bâtiment assez intriguant, toit en dôme, mur d'un blanc éclatant. Donc voilà, ça attire l'œil quand même, donc il s'y rend. On n'a pas d'accès, voilà, il y a quelque chose comme ça qui va l'intriguer, on n'a pas d'accès vers ce mausolée depuis l'intérieur de l'église. Comme si ces deux espaces ne devaient surtout pas communiquer. Il faut sortir de l'église, donc ça dit quelque chose ça déjà, faire le tour, entrer par un portail séparé, et donc c'est assez curieux déjà comme ça d'isoler les morts. Il y a peut-être une raison ici pour laquelle ces morts sont isolés fondamentalement de ce lieu de rite. Et donc le premier jour où Wraxall rentre dans l'église, le mausolée est fermé. Encore une fois, très curieux, il se regarde par le trou de la serrure. Il aperçoit des effigies en marbre, et surtout des sarcophages de cuivre, dont deux avec une croix. Enfin, donc deux avec le motif de la croix, mais avec un sarcophage principal, un peu plus imposant que les autres, qui en est dépourvu. Et lui, immédiatement, il veut y entrer. C'est toujours pas encore du fantastique, mais c'est encore une fois cette curiosité d'esthète qu'il a, donc il aime bien, il est très généreux dans la description, on va dire, des locaux, des lieux. Même nous, on l'accompagne dans cette curiosité-là, c'est-à-dire qu'on a envie d'en savoir plus, d'aller explorer tous ces espaces-là, tellement il regorge comme ça de détails. Et donc il est obligé de se rabattre sur le manoir, où il va consulter les archives, les correspondances, les livres de comptes, les journaux familiaux. Il est méthodique, voilà. Et c'est là qu'il en apprend un peu plus sur un fameux comte, donc le comte Magnus de la Gardie, donc de cette famille. Un homme terrible, un homme puissant, un homme brutal. À l'époque où ce comte était vivant, des paysans s'étaient révoltés, en doute du fait de leurs conditions de vie. Il avait réprimé leurs mouvements
mais alors sans pitié aucune, avec des exécutions, des châtiments sévères pour montrer l'exemple. Et donc ce n'était pas du tout un homme aimé. Et dans la galerie du manoir, Wraxall découvre le portrait du comte. On ne nous décrit pas vraiment cette peinture, mais on apprend quand même une chose, c'est un détail qui aura son importance, c'est qu'il était d'une laideur presque phénoménale. C'est comme ça qu'il le décrit. Donc on retient surtout cela. Et donc petit à petit, ce n'est plus le mausolée qui l'intéresse, mais à travers ce mausolée, donc effectivement, se trouve le cercueil du comte. Et quelque part, ces petits éléments viennent se cumuler, se rajouter pour nourrir cette curiosité que va entretenir Wraxall envers cette figure. Par là, il faut comprendre que tout d'un coup, Wraxall va développer cette obsession. Wraxall est invité à dormir dans le manoir, mais il le refuse, ça. Il essaye justement de rester un peu, on va dire. Il préfère loger à l'auberge pour garder un pied dans le village, rencontrer des gens et comme ça, peut-être s'imprégner un peu mieux de la culture locale. Mais par contre, voilà, il est obligé quand même de venir consulter les archives au manoir et à chaque fois, il passe comme ça devant le mausolée. Donc ça aussi, ça va jouer pour entretenir comme ça cette curiosité de, voilà, le comte est toujours à portée. Il est là, il est pas loin. Et tiens, si je faisais un petit crochet pour aller voir le mausolée, pour aller voir son sarcophage, etc. Donc là, il n'y a pas encore accès, et la première chose qu'il se dit, c'est de demander, effectivement, il faudrait qu'il demande au sacristain de lui donner l'accès au mausolée de l'église. Car il pense que cet homme doit forcément avoir accès, vu qu'il l'a vu ce soir-là, le premier soir où il passe. Donc il repart vers l'auberge, il le voit sur les marches en train de verrouiller ou de déverrouiller la porte. Sauf que moi, je pense que déjà, qu'à ce moment-là, c'est déjà une apparition. C'est déjà qu'il n'est pas sûr qu'il s'agisse de l'homme d'église, là. D'ailleurs, dans le petit film comme ça qu'on peut trouver sur YouTube du comte Magnus, justement, ils l'ont interprété de cette manière-là. Pareil, donc, quand il se retourne en s'éloignant du mausolée, qu'il se retourne à un moment donné, derrière lui, il voit une figure sur les pas, sur le seuil. Il est assez clairement établi qu'il s'agit déjà du comte qui réagit très très vite, hein, vraiment. On est curieux de son local, on jette un œil, on s'éloigne, il est déjà sur le pas de la porte. Qu'est-ce que tu me veux? Vraiment, il est prêt à en découdre, en fait. Donc, on se rend compte que le comte est, on va le voir vraiment vindicatif, mais à un tel point que ça en est risible. C'est très petit. Il se dérange pour un rien, hein, vraiment. Et donc, l'intérêt qu'aura justement ces décisions de Wraxall de loger plutôt à l'auberge, c'est justement de se nourrir de cette mise en garde. Parce qu'il va interroger l'aubergiste sur la réputation du comte. Et on voit tout de suite que l'homme est assez mal à l'aise. Il parle des châtiments, c'est lui qui parle, donc il fait mention donc des sévices du cheval de bois, des maisons brûlées, effectivement. En fait, le comte, typiquement, quand ces tenanciers, par exemple, arrivaient en retard à leur travail, il les mettait au chevalet, en gros, donc il les étirait pour finalement les fouetter ou les marquer au fer rouge. Il raconte également des histoires de revanche, mais vraiment sadiques, hein, donc des gens qui auraient construit des maisons qui empiétaient sur le domaine du comte. Ces maisons étaient brûlées, alors pas n'importe quand, bien sûr, en plein hiver, avec toute la famille à l'intérieur. Parfait. On a un homme cruel, là. On a vraiment quelque chose de plus que cruel. On a quelqu'un de sadique. Je trouve vraiment l'idée de mettre le feu au domicile, donc à l'abri, au gîte, là où la famille donc se retrouve finalement sous la dernière protection face au froid de l'hiver, choisir ce moment-là pour brûler leur maison. Et enfin, finalement, les brûler avec eux dedans, quelque part, donc c'est encore mieux. C'est assez grotesque, c'est grotesquement cruel, finalement, pour forcer un peu ce trait du conte, on va dire. Et l'aubergiste va surtout insister sur un trait qui semble vraiment l'obséder, parce qu'il revient, c'est un sujet sur lequel il revient à plusieurs reprises, c'est que le comte aurait participé à ce qu'on va appeler le pèlerinage noir. Et il semblerait qu'au terme de ce pèlerinage, il aurait ramené quelque chose ou quelqu'un avec lui. Mais il n'explique pas plus pour l'instant, il va éviter d'ailleurs d'approfondir le sujet quand Wraxall se montrera insistant, et il va s'éclipser tout bêtement. Et ça, la curiosité de Wraxall, ça ne va pas l'apaiser, ça va plutôt l'enflammer. Dans les archives donc du manoir, quelques temps après, il tombe sur un livre ou des livres d'alchimie, des recueils de traités obscurs, le livre du Phénix, qui est clairement un clin d'œil alchimique, je dirais, donc à la résurrection, à la transformation, à la mort qui n'est pas mort, à ce qui ne meurt pas. Il tombe sur, je crois que c'est Turba Philosophorum, un truc comme ça, c'est de l'alchimie médiévale, donc tout un discours peut-être sur la pierre philosophale, Book of the Toad, Book of Miriam, Book of the 30 Words. Ce n'est pas dit que ce sont forcément des livres légitimes qui auraient existé ici dans l'histoire peut-être de l'alchimie, dont on pourrait retrouver des traces. Ça peut aussi être des inventions, des libertés que prendrait M.H. James, mais je trouve que c'est assez parlant finalement, le livre du Phénix pour la résurrection, et on verra que ça a quand même une pertinence vis-à-vis de notre conte ici, qui a déjà fait une petite apparition sur le seuil du mausolée. Book of the Toad, donc du crapaud, je trouve qu'il y a vraiment une histoire de putréfaction aussi, quelque part là-dedans. Book of Miriam, Book of the 30 Words, donc le livre des 30 mots, donc vraiment ça renforce un peu ici presque scientifique à travers l'alchimie, avec des mots-clés comme ça pour faire des invocations. Donc il y a 30 mots essentiels. Voilà. Je trouve que ces titres d'ouvrages sont assez bien trouvés. Globalement, que les titres sont assez plausibles en fait, pour créer comme ça un sorte de corpus ésotérique qui fait sens ici. Et bien sûr, au milieu de ces traités alchimiques, apparaît le livre donc Liber Nigrae Peregrinatum, je sais plus. Bref, le livre du pèlerinage noir.
C'est clairement le livre le plus essentiel ici. Bien entendu, on a un clin d'œil presque à quelque chose de démonologique. Donc on voit un peu ici que l'alchimie se présente presque comme un savoir ésotérique, certes, mais intellectuel. On a de l'ouvrage, on a du livre, on a des écrits, on conserve, on archive, on transmet, on mutualise des données pour fabriquer quelque chose. Et petit à petit, on glisse vers donc ce fameux pèlerinage noir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un aboutissement est fait, et cet aboutissement, c'est un pacte avec une entité. On a quelque chose de démoniaque. Et c'est ce que j'aime bien, c'est cette souplesse, cette plastique dans les transformations. Donc on a la transformation des métaux, on a l'alchimie, on va transformer le métal en or, et petit à petit, finalement, on va transformer plutôt des destins. On va transformer notre nature même d'humain. On va se rendre immortel. On va se rendre tout puissant. C'est un petit glissement, il est discret mais il est décisif, on le retrouve dans les ouvrages. Et il est quasiment impossible de ne pas ici faire un clin d'œil à Lovecraft, où pareil, les ouvrages ont toute leur importance, il n'arrête pas de citer des livres chez Lovecraft, et l'ouvrage peut-être le plus essentiel, la clé de voûte un peu de toute sa fabrication, c'est bien sûr le Necronomicon, mais pas que. Et on verra bien sûr que dans l'histoire qu'on va citer en parallèle de celle-ci, donc Hunter of the Dark, notre protagoniste tombe lui aussi sur une bibliothèque d'ouvrages plus malsains les uns que les autres. Donc voilà, c'est intéressant je trouve de comparer les bibliothèques de ces deux auteurs. Chez M.R. James, on a donc des livres d'érudits, on a des livres qui s'inscrivent dans une tradition quand même réelle, avec l'alchimie des manuscrits anciens. On reste dans ce cadre d'ouvrage médiéval, car on confirme finalement la transgression religieuse. C'est surtout par rapport à là, c'est à ça que ça s'établit. C'est théologique. Enfin, quand je dis que c'est théologique, c'est que il y a une structure théologique, globalement. Le livre, la connaissance poursuivie, menée à outrance, mène à une faute. Et la faute déclenche la punition. Enfin, si punition, il y a punition ici curieusement, ici, on va voir punition chez Vraxal, mais pas punition chez le comte. Le comte, finalement, il a eu ce qu'il voulait. Ses recherches l'ont mené à mieux que la pierre philosophale, on va le voir par la suite. C'est-à-dire que si on prête à la pierre philosophale le pouvoir de produire de l'or à partir de métaux pauvres, le pouvoir de guérir d'être une réponse peut-être à tout, aux maux qui peuvent léser le corps, voire même si on prête à cette pierre philosophale justement la prétention d'une vie éternelle, lui a fini par trouver une réponse non pas finalement dans cet ésotérisme scientifique, on va dire, mais plutôt dans de la démonologie. Car le contrat qu'il a passé à travers ce pèlerinage noir, c'est ce que ça lui a accordé finalement. Une vie, une immortalité, dans une certaine mesure. Une immortalité à travers la mort. Mort certes, mais immortel, éternel dans cette mort. Mais ça, on le verra par la suite, bien sûr. Alors que chez Lovecraft, donc la bibliothèque de Lovecraft, les ouvrages qui mettent en scène ont un rôle fondamental aussi, tout aussi central, à travers ces différentes nouvelles, à travers cette cosmologie, que ce soit le Necronomicon, on verra dans l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, les manuscrits pnacotiques, on va voir, il sera fait mention du livre d'Eibon. Voilà, donc là on a des ouvrages, effectivement, on est dans quelque chose de plus souvent fictif, quelque chose de bien antérieur au christianisme, là où, curieusement, chez M.R. James, les ouvrages s'ancrant dans la religion, justement, vont pouvoir être détournés afin d'amener une autre réponse. Donc je vais me servir de cet ouvrage qui me permet finalement de convoquer, d'invoquer des démons qui sont bien inscrits théologiquement. Là, chez Lovecraft, on est en deçà de cette théologie. Les entités cosmiques ne sont pas démoniaques. Elles précèdent tout cela. Ce ne sont pas des grimoires diaboliques dont il est question, mais plutôt d'archives d'un savoir avant l'humanité, pré-humain. C'est-à-dire qu'ils englobent et dépassent complètement le savoir humain. Ce n'est pas pactisé avec les diables dont il sera question chez Lovecraft, mais plutôt d'attester l'insignifiance de l'humanité. C'est pour ça que les livres de Lovecraft relèvent effectivement une vérité, mais c'est surtout pour cela que cette vérité détruit l'esprit. Donc voilà, j'aime bien ce comparatif entre d'un côté le mal moral et de l'autre juste une indifférence cosmique. Et donc là, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que ça revient vraiment, ce n'est pas seulement en périphérie des histoires, c'est vraiment au cœur même de ces histoires, c'est la manière dont le savoir occulte est présenté. Il est à la fois prégnant, très présent, mais en même temps il est assez discret. Ce n'est pas immédiat, ce n'est jamais une magie immédiate, extraordinaire, avec des formules qu'on invoque et puis tout d'un coup, la foudre tombe, les corps se dissolvent, etc. Ça arrive, ça me fait penser justement à Charles Dexter Ward, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une formule qu'on prononce et qui fonctionne. Voilà, comme un ingrédient ou comme un composant qu'on rajouterait comme ça dans une solution chimique. Et ce n'est pas un sort magique comme dans un conte. Et c'est pour ça que le savoir apparaît presque toujours sous cette forme, donc de livres, de manuscrits, de fragments de textes, de citations anciennes. Ce sont des choses parfois incomplètes, parfois mal comprises. Lovecraft dira souvent, et il est reconnu à travers cette citation, cette phrase, cet extrait, quelque chose dont un sorcier aurait dit que c'était le summum de l'ignominie, par exemple. Voilà, on a des légendes comme ça qui tournent autour de ces formules, de ces solutions. Et c'est pour ça que c'est singulier aussi, quelque part. C'est-à-dire de proposer ce savoir ésotérique sous une forme presque académique. Donc il faut chercher des sources, il faut
vérifier ses sources, il faut comparer les textes, à risque sinon de commettre des erreurs qui peuvent coûter très cher aux sourciers, par exemple. Il faut traduire du latin, il faut interpréter des passages obscurs. Et je trouve qu'on retrouve à travers cela, on retrouve des gestes d'un travail quasi scientifique. Lire, annoter, compiler, corriger, reprendre. Et c'est pour ça que le savoir magique, entre guillemets, devient un savoir d'érudit, un savoir qui s'acquiert, qui se construit, qui circule à travers des livres dont on va hériter, qu'on va récupérer, des bibliothèques maudites qui vont être détruites, mais on va réussir à sauver un ouvrage. Et c'est pour ça que je trouve pertinent aussi de comparer à cet endroit-là Emer James et Lovecraft, quand chez Emer James, on garde donc le cadre religieux, médiéval, très souvent, avec des textes qui renvoient à la Bible, à la théologie, aux démons, au pèlerinage noir, comme on va voir ici, à la sorcellerie, avec un problème qui n'est pas tant l'existence de ces formules, mais la manière dont l'homme s'en approche. Elles peuvent aussi servir pour le bien, en tout cas pour être un cautionary tale, comme on pourrait dire, en tout cas une sorte de mise en garde. L'être humain peut mal comprendre ce qu'il lit, peut mal interpréter ce qu'il découvre, sciemment ou non d'ailleurs. Il peut saisir quelque chose qui le dépasse, et c'est de là peut-être que vient la catastrophe, d'une curiosité excessive ou d'une incapacité à mesurer la portée du savoir. Dans Casting the Runes, qu'on a couvert aussi sur la chaîne, le sorcier, on se rappelle dans Carswell, je l'avais souligné dans l'analyse que j'avais faite de cet ouvrage, le sorcier Carswell utilise les runes pour maudire ceux qui le critiquent. Pareil, hein, on a une petitesse chez l'humain. Il manipule un savoir très dangereux, mais pour des raisons absolument mesquines. Une querelle académique, tout bêtement. Parce que des gens ont critiqué son ouvrage, donc il le vit mal. Et sa meilleure façon de prouver qu'il a raison, c'est de détruire l'opposant finalement. Carswell pense maîtriser ce pouvoir. Et finalement, le mécanisme de la malédiction finit par se retourner contre lui. Et donc on retrouve encore ici un trait qui revient régulièrement chez Emer James. Ce n'est pas l'ignorance qui est punie souvent, mais c'est aussi l'arrogance. L'arrogance de croire qu'on contrôle le savoir. Alors que chez Lovecraft, le mécanisme est peut-être similaire en apparence, parce qu'on va retrouver les livres interdits, les manuscrits anciens, les bibliothèques étranges. Mais voilà, il y a une petite bascule dans la signification. Les textes déjà ne renvoient pas nécessairement à un ordre religieux, ils ne parlent pas nécessairement du diable ou d'une transgression morale. C'est tout simplement une vérité cosmique qu'on a réussi à glaner, on va dire. Quelque chose d'immense et d'ancien que l'esprit humain ne peut pas vraiment supporter, donc dans sa totalité. D'où l'importance ici du fragment. C'est à partir du moment où on regroupe tous ces fragments qu'on a un problème. L'erreur n'est plus un péché, c'est simplement inhérent à l'humain, c'est une limite de l'intelligence humaine. Dans les deux cas, le savoir passe par les livres, par les recherches, par une forme de travail intellectuel, mais ce n'est pas la même chose qui est révélée. D'un côté, c'est James, savoir dangereux car on touche au sacré et on bascule dans le démoniaque. Chez Lovecraft, savoir dangereux parce que, tout simplement, on révèle finalement l'insignifiance, vraiment, de l'humanité dans l'univers. Et c'est presque du sublime, en fait, chez Lovecraft. Et donc les deux se rejoignent au moins au même endroit, c'est que ce n'est pas la formule magique elle-même qui est importante, ce qui déclenche la catastrophe, c'est le moment où quelqu'un se met à chercher, à lire, à comprendre, à compiler. Et donc voilà ce que notre protagoniste a fait à ce moment-là, donc d'aller glaner, chercher des informations dans la bibliothèque, dans les archives du manoir. Ça a tout son sens en fait. C'est à travers cela qu'on découvre la vérité, c'est à travers ça qu'on suit l'histoire. C'est vraiment un élément moteur ici de notre narration, de notre structure narrative. Au milieu de cette recherche, il va découvrir justement de la main du comte, car le comte est tout à fait un sorcier consommé, hein, donc il fabrique des choses et donc il parle justement de ce fameux pèlerinage noir, dans un livre qui s'appelle le livre du pèlerinage noir. Il y écrit: si un homme désire une longue vie, s'il veut obtenir un messager fidèle et voir le sang de ses ennemis, donc il y a toujours quelque chose de très vindicatif, qu'il aille d'abord dans la cité de Corazine et qu'il salue le prince. Là, il annote, il y a un complément écrit par le comte Magnus, le prince de l'air. Et effectivement, on peut dire dans une certaine cosmologie antique ou médiévale, le ciel, bien sûr, c'est le divin, la terre, ce serait donc le monde humain, et l'air, l'espace intermédiaire, les démons, quelque part. Ils sont là, ils sont partout, ils sont dans l'air, ils sont dans nos campagnes. Ils ne sont en tout cas plus au ciel d'où ils ont été chassés, et ils ne sont pas encore en enfer, donc ils errent dans l'air. Donc l'air, c'est aussi ça, c'est aussi le monde peut-être des djinns invisibles, c'est les lieux de la tentation, l'espace d'influence, on va dire, démoniaque. Il rajoute quand même un petit addenda, donc cherche le reste parmi les choses plus secrètes, donc tout le savoir n'est pas là, il faut encore compléter, il faut aller chercher plus loin. Tout le discours, en tout cas toute la connaissance du conte n'est pas résumée dans cet ouvrage-là, encore une fois. On voit tout de suite qu'effectivement le conte a trouvé mieux que la pierre philosophale, ou alors il l'a trouvé, mais c'est une forme particulière. La pierre philosophale serait un contrat, ça serait une prosternation devant une entité supérieure, en tout cas une entité démoniaque ici. Et donc là, ce n'est plus que du folklore, encore une fois. Là, on est vraiment dans le pacte. On est dans le pacte faustien. Le pacte qui promet la longévité, le pacte qui promet ici un messager fidèle. Là, c'est pas plus un messager qu'un serviteur. D'ailleurs, c'est curieux qu'il l'appelle le messager. Car on va voir c'est surtout l'instrument de sa vengeance à chaque fois, cette créature. Alors, est-ce que c'est un messager entre le comte et l'entité démoniaque qui lui a délivré ces messagers? C'est une possibilité. Mais voilà, il parle encore du sang des ennemis. Donc,
il y a cette recherche du pouvoir quelque part. Je trouve qu'il reflète assez bien ce désir à travers la pierre philosophale, finalement, de posséder de l'or. L'or, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part avant tout désirer le pouvoir, la puissance. Donc abattre ses ennemis, asseoir son autorité quelque part. Et donc là, il l'obtient à travers ses messagers. Il ne sera jamais fait mention de Satan dans cette histoire. Il va lui préférer justement cette mention de prince de l'air. Mais on reconnaît encore une fois, donc voilà, cette structure chrétienne, mais sans forcément la punition immédiate qui viendrait. Là, on n'a qu'une récompense. Pour l'instant, on ne voit pas. Le conte n'a pas vraiment perdu au change. Pour l'instant, pas de manière explicite, du moins. C'est-à-dire que d'habitude, dans le pacte faustien, on perd quelque chose. Il y a une punition derrière. On obtient et derrière, il y a un détriment. Il y a un piège à travers cela. On en avait aussi parlé d'ailleurs quand on avait couvert justement Casting the Runes. Le retournement ici, c'est que le pacte continue d'agir bien après la mort du comte. Il n'y a plus, a priori, de punition possible pour lui. Ce qui fait que le prix du pacte n'est pas payé par Magnus lui-même, il est payé par le territoire, le folklore local, justement, qui se nourrit de cela, et des générations suivantes qui continuent à retranscrire, en tout cas à transmettre cette légende autour du conte. Et donc, quand Raxal lit, enfin que découvre, donc justement, les pérégrinations du conte à travers le pèlerinage noir, et surtout le mot Corazine, donc allez, rends-toi à Corazine, et salue le prince d'Alaire, donc le soir même, il va en parler. Il rencontre le diacre de la paroisse. Ce n'est pas une rencontre anodine, encore une fois. Il cherche déjà quelqu'un qui a accès au mausolée. Donc l'homme d'église serait cette clé lui permettant d'accéder à ce lieu qui lui est interdit. Mais il va lui exposer justement ce discours, cet extrait. Et là, il y a un moment intéressant car le diacre est surpris par ce mot de Corazine, justement. Donc il va lui rappeler que Corazine est une ville maudite dans les évangiles. Une ville condamnée par le Christ lui-même. C'est pour dire. Donc je ne sais pas ce qui s'y faisait dans cette ville, mais très clairement, on devait y vénérer Satan. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore, c'est qu'une prophétie voudrait que ce soit le lieu de naissance de l'Antéchrist. Il devrait y naître. Et il y a d'autres histoires, mais le diacre n'ira pas plus loin. Il ne voudra pas raconter la suite parce que justement d'ailleurs sur l'insistance d'ailleurs de Raxal, parce que quand il dit mais il y a aussi des histoires qui veulent que et Raxal dira des histoires, quelles histoires? Et en fait le diacre se rend compte que là il a quelqu'un devant lui qui est en train de boire tout cela au premier degré, en tout cas on a quelqu'un là comme ça devant lui qui a cet appétit vis-à-vis, donc une curiosité débridée vis-à-vis de ces histoires, et donc en fait ça refroidit quasiment le diacre. Et donc là il dira des histoires que j'ai oubliées. Donc il n'a pas oublié, c'est juste qu'il refuse. Et là, c'est une deuxième mise en garde après celle de l'aubergiste. Une première mise en garde du folklore et une deuxième mise en garde religieuse. On a ici cette structure comme ça, de ces avertissements qui montent. Donc bien sûr, il y aura 3 avertissements, bien sûr, ça va de soi. Et bien entendu, comme il s'y attend, Raxal ne lit pas correctement les silences, ne lit pas correctement les avertissements. Lui, ce qu'il voit, c'est des zones à explorer. Et c'est bien plus tard, quand il pourra acculer l'aubergiste, que celui-ci lui racontera toute l'histoire, peut-être. Donc, à un moment donné, on se rend compte que l'aubergiste n'en peut plus de lui. Il s'est dit, il faut que je me débarrasse de ce client, si plus possible. Et donc, il va le fixer à un moment, pour vraiment peser, peut-être, la portée de ce qu'il va lui raconter. Et Raxal qui est en face, qui écrit, c'est marrant, ces Suédois, ils sont quand même lents. Il ne comprend pas du tout. Ils sont quand même lents à répondre souvent, ils mettent beaucoup de temps à réfléchir avant de parler, quand même. Non, c'est parce que juste, il est en train de se dire, est-ce que ce que je vais lui raconter là va enfin assouvir sa curiosité et le calmer, ou est-ce que ça va empirer les choses? Donc, il finit par lui raconter. Et il dit, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Mais après ça, vous ne pourrez plus rien me demander. C'est une sorte de deal, une sorte de contrat. Donc il se protège quelque part. Il pose une limite. Il raconte qu'il y a quelque temps, donc c'était du temps de son père ou de son grand-père, 2 hommes avaient décidé d'aller chasser dans la forêt du comte, donc sur les terres du comte. Le comte étant mort depuis belle lurette, bien entendu. Donc il y a la famille du comte, bien sûr, qui vit dans le manoir, qui vit sur le domaine, mais voilà, il n'y avait personne à ce moment-là. Donc ils se sont dit, ils étaient éméchés en même temps, c'était à l'auberge que ça se passait. Et ils se sont dit, tiens, on va aller chasser cette nuit chez le comte, enfin, qui peut nous en empêcher? Et il raconte aussi, donc, le grand-père de l'aubergiste, ainsi que d'autres gens présents, les auraient mis en garde. En leur disant, attention, n'y allez pas, vous allez rencontrer des gens qui marchent alors qu'ils ne devraient plus marcher. Ils devraient se reposer. Ce qui a plutôt fait rire nos 2 chasseurs éméchés, qui ont dû répondre, la famille du manoir étant absente, il n'y a pas de garde, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur faire? Alors, c'était une nuit assez agréable, donc un temps qui se prête assez bien à la chasse. Le grand-père de l'aubergiste ainsi que les autres témoins de la scène sont restés donc dans l'auberge, fenêtre ouverte, afin d'écouter, de voir ce qui allait se passer une fois que ces 2 hommes sont partis mener leur chasse, comme ils prétendaient. Donc, ils ont écouté, donc d'abord rien, pas un bruit, et puis tout d'un coup un cri. Un cri que le grand-père décrivait comme étant le cri de quelqu'un à qui on arracherait la partie la plus profonde de son âme. Et donc, en fait, les hommes présents dans l'auberge à ce moment-là se sont agrippés les uns les autres, de peur, bien sûr. Et puis, un silence à nouveau. Et puis, enfin, un rire. Un rire d'une force, donc un rire amplifié, quelque part, qui n'avait rien d'humain. Et ensuite, quelque chose d'intéressant, une porte qui s'afferme. Une grande porte qui s'afferme. Et ce détail est très intéressant, je trouve, parce que les premières fois que j'écoutais l'histoire, pour moi, c'était la porte des enfers qui se refermait. Sauf que maintenant, je pense que c'est peut-être tout simplement la porte du mausolée. Il est juste à côté, c'est le voisin, en fait. Donc, il retournait dans sa tombe, tout simplement.
C'est un petit détail que je trouve vraiment glaçant. Quelque chose qui s'est ouvert et quelque chose qui s'est refermé. Mais c'est tout simplement le conte qui est parti, rejoindre lui aussi la partie de chasse en fait, tout bêtement. Et à l'aube, donc le grand-père et les autres patrons de l'auberge sont allés chercher le prêtre. Parce que pour eux, c'était plié en fait. Les deux chasseurs étaient morts, donc il fallait les récupérer les corps. Et même le prêtre était mort de trouille. Lui aussi aurait entendu un cri et puis le rire aussi. Et le discours est le même pour les autres en fait. Si je ne parviens pas à oublier ce que j'ai entendu, je ne pourrai plus dormir. Quelque chose comme ça qui marque au fer rouge en fait. Quand l'événement arrive, quand la chose se manifeste, et même pas entièrement. Ils ne sont ni témoins oculaires de la chose, ils sont juste entendus une partie de la scène. Et ça suffit à les marquer à vie. C'est ce que je regrettais beaucoup dans Dracula, justement, c'est que les manifestations de Dracula, les gens s'en remettaient finalement. Donc ça, c'était un peu dommage. Ici, c'est comme chez Lovecraft d'ailleurs, qu'on assiste à la chose, quand la chose se passe, on n'en sort pas indemne. On est marqué à vie. On peut s'en sortir si on a une foi solide, si on se raccroche à autre chose pour oublier. Mais voilà, on est marqué. Et donc notre petite procession va aller chercher les hommes, et ils vont les retrouver, je crois, à l'orée du bois, comme si on les avait expulsés du lieu. Ils ne sont pas au fond de la forêt, il me semble. Il me semble qu'ils ne sont pas au fond de la forêt, on les retrouve tout de suite. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de chasser, les pauvres, quoi, merde. Et donc, ils vont les trouver dans deux situations bien distinctes. Le premier, il y en a un qui n'était pas mort. Il était debout contre un arbre, adossé contre un arbre, et il semblait repousser quelque chose avec ses mains. Continuellement, comme ça, sans une entité absente qu'il ne voyait plus, mais une sorte de fantôme, une sorte de résidu, comme ça, d'antise, qu'il repoussait. Et donc, il aurait persisté dans ce geste jusqu'à sa mort. Ils l'ont mené, bien sûr, dans un asile, où on a peut-être essayé de le ramener à la raison, mais en vain. Il a continué à repousser cette présence invisible jusqu'à sa mort. On a une punition ici qui est mentale, quelque chose qui est logé dans ton esprit, quelque chose a transformé finalement une curiosité en obsession. Je trouve qu'on a une petite métaphore intéressante là à cet endroit. Il y a un regret, quelque part, quelque chose qu'on rejette, mais cette chose finalement ne partira plus. Elle est complètement consommée. Le second, quant à lui, est mort, et pareil, il y a un détail assez intéressant dans sa mise à mort, c'est que la peau de son visage n'était plus là. Il était écorché vif en fait du visage, il ne restait la chair avait été aspirée d'ailleurs, donc il ne restait que les os. Un point intéressant sur ce pauvre jeune homme, c'est qu'il était très beau. Il nous est présenté comme cela par l'aubergiste. C'était quelqu'un de très beau. Donc on dirait presque que les punitions sont pensées. Ça fait un peu penser au conte, ici encore une fois, au méfait du djinn, au subterfuge du pacte faustien. La punition a une pertinence finalement, relativement à la figure du pécheur, en tout cas de celui qui a fauté. Le premier paye par sa curiosité, donc finalement la chose qui l'a mené à sa perte, cette chose continue à la hanter jusqu'à sa mort. Le deuxième, par son arrogance, par sa beauté, sa témérité, finalement, on lui arrache finalement cet attribut, on lui retire cette beauté qui mène à sa mort finalement. Bon, c'est très difficile de vivre sans visage, j'imagine. Et j'y vois même quelque chose d'assez mesquin, parce que le comte était lui-même réputé être assez laid, terriblement laid. On dirait presque une vengeance mesquine aussi, encore une fois, de sa part. Il lui efface cette beauté. Quand ils vont transporter ce corps sur une civière, le drap va tomber, le drap qui le recouvre va tomber, et en fait, ses yeux, sans paupières, continuent à fixer le ciel. Et ça, cette vision-là, terrible encore dans cette punition, donc il a fixé jusqu'à la mort. Il n'a pas pu se cacher finalement, il n'a pas pu couvrir son regard de cette mort qui est venue à lui. La petite troupe ne supportera pas cette vision, donc ils vont l'enterrer sur place. Et donc cette scène est terrible, vraiment là on a une première démonstration assez efficace des pouvoirs du conte. Donc à ce stade, quelque chose est assez clair pour nous si on commence à y croire, c'est que le conte n'est pas qu'un simple revenant. Là, il a fait un pacte, il a obtenu son messager, et il agit encore de pair avec ses messagers. Ce n'est pas le fantôme passif qui hante, qui rôde, c'est une présence active, c'est un damné. Le plus diabolique là-dedans, c'est que c'est un damné volontaire. Ce qui peut expliquer peut-être plusieurs choses, certains indices qu'on a eu depuis le départ, c'est-à-dire le mausolée qui est certes rattaché à l'église, mais on ne peut pas y entrer depuis l'église. Il a sa propre porte extérieure. Pour entrer et sortir, il continue encore à faire ses allées-venues. Je trouve même qu'il y a une moquerie ici, c'est-à-dire qu'il se rapproche quand même du sacré. Il vient être hébergé pas loin de cet édifice comme pour réclamer aussi la même importance, réclamer aussi cette même protection quelque part, mais qu'il a perverti. Mais la délimitation est quand même claire. Il n'est pas intégré au sacré, il est à côté de l'église, il n'est pas dans l'église, mais c'est presque comme s'il réclamait la même présence finalement, la même prestance, la même importance. Et il a cette importance dans le culturel du lieu, dans l'histoire du lieu, dans la croyance des gens, dans les mœurs. Il a une présence encore une fois bien prégnante. L'absence de croix d'ailleurs sur son sarcophage est aussi un signe. Parce qu'à côté de lui, 2 sarcophages ont une grande croix métallique, mais pas pour lui. Et à la place, on verra tout à l'heure qu'on a plutôt une effigie avec des scènes gravées. Donc où il se met encore en scène, encore une fois, on le verra tout à l'heure, mais voilà, il est pris dans une scène de chasse, encore une fois, une poursuite entre un homme qui fuit et une créature monstrueuse, et bien sûr le comte qui observe tout cela, assez content, assez satisfait. Donc il pervertit même cela. Il refuse la croix, il refuse la protection divine, il refuse l'appartenance à la foi. Et il suggère presque sa propre autonomie, qu'il a pris son destin en main quelque part. Je trouve que c'est ce que ça dit un peu. Il n'est pas sous cette protection, il est sous une autre protection, voire il a fait sa protection. S'il y a offense, il la réglera tout seul. Lui ne s'en remet pas à Dieu, il règle les choses.
Et d'ailleurs, il doit prendre un certain plaisir dans cette chasse démoniaque. Alors bien sûr, comment Raxal accueille cette histoire? D'ailleurs, pendant tout le récit, le berger se répète, vous comprenez, n'est-ce pas? Comme s'il cherchait vraiment à s'assurer que Raxal saisit la gravité de ce qui est en train de se dérouler là, de ce qu'il peut déclencher. Et encore une fois, Raxal écoute, il note, mais Raxal ne recule pas. Il est d'autant plus intéressé. Ah, c'est même plus ça, c'est même plus être intéressé, il est attiré. Et il commence à parler au comte d'ailleurs. Quand il revient vers le mausolée, il y revient sans s'en rendre compte parfois. Il écrit qu'il se retrouve devant la grille sans savoir comment il est arrivé là. Il chante, il déclame son amour pour le comte. Alors, c'est pas son amour pour le comte, mais c'est son obsession pour le comte plutôt. Êtes-vous réveillé, comte Magnus? Êtes-vous réveillé? Êtes-vous endormi? On l'a perdu, voilà, on peut vraiment le dire, on l'a perdu. Et donc il va l'obtenir, ce qu'il veut, là, sa petite visite du mausolée. Le diacre va venir le chercher, et ils vont monter vers l'église. Et là, déjà, il se rend compte que la clé du mausolée n'est pas gardée, conservée par le diacre, mais qu'elle est tout simplement suspendue à un clou près de l'entrée. Et donc, elle n'est pas cachée, elle n'est pas gardée, elle est là. Donc, le lieu est accessible. Il est à la fois protégé, mais il est accessible. Et ça, Raxal le note, donc il va pouvoir refaire des visites s'il veut. Il pourra surtout revenir seul. On se rend bien compte que la transgression finira par être consommée aussi. Alors, le mausolée, encore une fois, n'est pas si impressionnant, mais il est surtout solennel. Encore une fois, au centre, les fameux 3 grands sarcophages de cuivre. Et sur le sarcophage du comte, bien entendu, pas de croix, toujours, hein, mais voilà, une effigie gravée, tout autour, donc des bandes sculptées comme ça qui racontent des scènes, une bataille, des canons, des villes fortifiées, surtout une exécution. Et la scène la plus troublante, bien sûr, l'homme qui court à travers la forêt à toute vitesse. Chevaux, vent, bras tendus, donc vraiment dans l'expression la plus totale de la panique. Et derrière lui, une forme courte, enveloppée d'un manteau à capuche qui traîne comme ça sur le sol. Donc, elle est pas impressionnante. Elle est tellement petite que même le petit manteau comme ça traîne au sol. Mais c'est juste ce qui dépasse de la cape qui suffit à créer cette gêne, cette terreur, cette chose méconnaissable, indicible, comme dirait Lovecraft. Quelque chose qui ressemble à une tentacule. Dans le roman, il parle de The Tentacle of a Devilfish. Donc Devilfish, donc il y a un petit jeu de mots là, voilà, le poisson du diable, mais alors que c'est la sèche en fait, hein, tout bêtement. Donc une sorte de pieuvre quelque part. Et donc cet appendice qui est tendu, on perçoit tout de suite, on comprend qu'il s'agit de quelque chose de non humain. Et sur une petite hauteur, un autre personnage qui observe la scène, assez content de lui, un homme en manteau appuyé sur un bâton, et qui regarde la chasse. Il ne participe pas, mais il se délecte clairement, et là, on comprend qu'il s'agit sans aucun doute du conte. Pour Raxal, ça illustre assez bien l'origine de cette légende autour du conte finalement. C'est quelque chose qu'on a littéralement gravé sur sa tombe. Et donc, tout d'un coup, c'est de l'imaginaire, tout ça. L'horreur, c'est une allégorie, ce que le conte a pu être, ce qu'on raconte de lui aujourd'hui. Et à cet endroit, il va encore remarquer autre chose, c'est qu'il va remarquer des cadenas. C'est-à-dire que le coffre qui enferme le conte est fermé de 3 cadenas massifs en acier. Et l'un d'eux est déjà détaché, il gît au sol. Et là, personne n'en parle, le diacre ne réagit pas. Bon, c'est Raxal qui le note, mais il ne s'en inquiète pas vraiment. Donc, ils vont repartir. D'ailleurs, il me semble qu'il le repose, d'ailleurs, il le reprend, il le repose, il dispose ailleurs, peut-être. Mais il ne referme pas le coffre, dans tous les cas. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il n'arrive pas à manipuler, à opérer ces cadenas. Et donc, cette première visite se fait avec la surveillance du diacre, et sauf qu'on a compris, Raxal reviendra tout seul, ouvrira effectivement le mausolée et fera sa visite tout seul, la fois d'après. La deuxième fois qu'il revient, il va copier les épitaphes, donc il est intéressant. Il va rester assez tard, vraiment jusqu'à la tombée de la lumière. Et c'est là qu'il va noter quelque chose, c'est que dans son souvenir, il n'y avait qu'un cadenas qui était ouvert. Et là, il remarque qu'il y en a 2. Il y a un deuxième qui est tombé aussi. Donc il va le ramasser, il va essayer de les refermer, il n'y arrive pas. Le troisième est toujours en place. Et là, il y a une phrase quand même qui est très révélatrice. Donc là, il atteste, s'il avait réussi à l'ouvrir, je crains que j'aurais peut-être pris la liberté d'ouvrir le cercueil. Il en est là, il y a une envie, il y a une curiosité qu'on ne s'explique pas. C'est une tentation à ce stade. Et donc cette obsession, on la retrouve aussi quand il se retrouve devant le mausolée sans comprendre comment il a fini là, en chantonnant, en disant des choses, et lui-même avouant ne pas se rappeler du cheminement qu'il a mené là, dans ses pérégrinations de nuit entre le manoir et l'auberge. Et donc déjà, il y a un glissement là dans son esprit. S'il perd conscience, on dirait un somnambule qui se retrouverait là sans avoir pris conscience de l'acte en train de se faire. Donc on retrouve ici dans cette figure, je trouve, des 3 cadenas, la même chose qu'on a eu avec les avertissements. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Le premier cadenas est tombé, et là quand le premier tombe, je crois qu'il croit que c'est une dame qui était occupée à nettoyer, qui l'a décroché sans faire attention. Pour le deuxième, il ne s'explique pas, mais voilà, on a eu la même chose aussi avec les avertissements. L'aubergiste, le premier, le folklore qui parle, la mémoire populaire, la rumeur. Le deuxième cadenas ouvert, l'église a parlé aussi. Le diacre, l'homme d'église, l'a prévenu. Il y a une mémoire qu'il a dévoilée, qu'il a expliquée. La mise en garde est religieuse. Et lui, malgré tout ça, il continue. Et non content de continuer, il parle maintenant au comte. Il s'adresse directement à lui, il l'appelle, il le chante, il crée un lien. Ce n'est pas une provocation, mais c'est presque une convocation. Et donc, le dernier jour, c'est là que tout va basculer. Donc, son dernier jour à Rabec, je ne sais plus comment se dit la ville, il reçoit des lettres d'Angleterre, des affaires l'appellent. Il faut qu'il rentre, il doit repartir, voilà. Il boucle son travail dans les archives, il dit ses adieux à la famille, sauf qu'ils vont insister pour qu'il reste dîner. Il va rester, ce qui fait qu'il part tard, il part la nuit.
Ça a peut-être son importance aussi quant aux manifestations du comte, qui se font surtout effectivement à la tombée du jour. Quand il quitte enfin le manoir, à nouveau il passe devant le mausolée, il se dit qu'il doit à tout prix dire adieu au comte. Comme il a dit adieu aux autres membres de la famille. Il sait où est la clé, il y va, rien ne le retient, et qu'il rentre dans le mausolée, il se tient devant le cercueil, et comme d'habitude, il parle à haute voix, il parle au comte. Il doit être un peu éméché aussi, parce qu'il sort de table, donc il a peut-être bu, et donc il s'adresse au comte presque en le sermonnant. « Oh, vous avez peut-être été un scélérat de votre temps, Magnus, mais bon, malgré tout, j'aimerais tellement vous voir, vous rencontrer. » Ou plutôt, mais il n'a pas le temps de finir sa phrase, parce qu'à cet instant précis, quelque chose heurte son pied. Un choc métallique, il se penche et lui, il voit le troisième cadenas. Mais jusque-là, l'horreur n'était pas logée chez lui. Tout peut s'expliquer. Voilà. Il voit le cadenas par terre, ce qu'il fait, assez logique, assez cohérent. Alors, il ne regarde pas le coffre d'où le cadenas est tombé, il se penche pour ramasser tout simplement le cadenas et peut-être le remettre. Et c'est au moment où il se penche qu'il se passe quelque chose. Quelque chose le fait redresser la tête, parce qu'il entend les gonds grincer. Et j'aime bien, encore une fois, les manifestations jusqu'à là du conte, telles qu'elles nous ont été racontées. Ça passe souvent par le son, ça passe souvent par les manifestations sonores. Un grincement, un cri, un rire, avant d'avoir le visuel, qui est retenu jusqu'à la fin. Une fois qu'on l'a vu, de toute façon, c'est trop tard. Donc ceux qui sont encore là pour le raconter ne peuvent raconter que du son. Ça, j'aime bien. J'aime bien cette retenue. Ça amplifie encore une fois la létalité du conte, si on veut. La létalité visuelle. Et donc là, il voit le couvercle se relever, très légèrement. Dans le petit film là fait par la BBC, on voit effectivement un tentacule qui commence à sortir comme ça du sarcophage. Mais ce n'est pas du tout ça qui est décrit dans le livre. Après, on peut comprendre ses libertés du fait de ce qu'il raconte par la suite. C'est-à-dire que il témoigne clairement qu'à un moment donné, il ne sait même plus ce qui s'est passé. Il sait qu'il a pris la fuite, mais il a dû entendre autre chose, vu autre chose, mais il n'arrive pas à l'écrire. Il ne sait plus ce que c'est. Donc en fait, le film prend un peu ses libertés à cet endroit-là. Et ce qui sort du coffre, c'est avant tout ces fameux tentacules, comme ça, de la créature basse sur pattes, la créature encapuchonnée, qui était donc illustrée comme ça sur le sarcophage. Donc c'est elle qui se manifeste. Mais dans le livre, on n'a pas ça. Et donc, il voit ce couvercle se soulever très légèrement, et ça lui suffit. Ça lui suffit largement, et ça nous aurait suffi à tous, je pense. En pleine nuit, dans un mausolée, un coffre qui s'ouvre, et Dracula qui se relève comme ça. C'est pour ça que cette histoire fait très vampire aussi, quelque part. Et donc, il attestera, je me suis peut-être comporté comme un lâche. Alors, ce n'est pas du tout être lâche, que de fuir devant ça, mais voilà, je ne pouvais pas rester une seconde de plus. Donc, il fuit, il court, il se retire dans tous les cas. Dans le livre, il a le temps de crier, mais j'aime beaucoup dans le livre cette retenue, c'est-à-dire juste dans la terreur, pas de bruit, pas de mouvement, pas de hurlement de sa part. Lui qui essaie de partir pendant que le coffre continue à s'ouvrir dans son dos et qui va vers la porte, qui essaie de la refermer, il essaie de tourner la clé dans la serrure, il n'y arrive pas. Et à un moment donné, il se retrouve dans sa chambre, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas exactement ce qui a fini de le terrifier au point de lui faire perdre cette mémoire. Il ne sait pas s'il a vu quelque chose ou entendu autre chose, il s'en doute. Il n'arrive plus à préciser sa mémoire sur ce point-là. Il dit juste qu'il s'est passé quelque chose de plus que ce qu'il écrit. Quelque chose qu'il ne peut formuler. Et donc c'est assez incroyable, c'est vraiment une horreur Lovecraftienne avant Lovecraft. L'esprit qui efface ce qu'elle ne peut appréhender, au risque sinon de le détruire. Le plus terrifiant là-dedans, finalement, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est dont il ne peut plus se rappeler. Et le cerveau refuse. C'est pour cela que l'horreur n'est pas encore visuelle. Quand elle le sera, il sera trop tard de toute façon. Pour l'instant, elle est juste cognitive. Elle est dans une compréhension. Il y a quelque chose d'horrible en train de se dérouler. Et là, il s'enferme comme ça, dans une litanie. C'est vrai que c'est une prière pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a compris. Il a enfin compris qu'il a franchi une limite et là, il ne peut plus revenir en arrière. Il va tenter. Il va prendre la fuite, bien sûr. Il va essayer de repartir en Angleterre. Mais tout au long du voyage, dans son carnet de bord, on retrouvera cette fameuse rengaine, cette prière. Qu'est-ce que j'ai fait? Il quitte la Suède et il va enchaîner comme ça les moyens de transport. Je crois qu'il prend un train, puis un bateau, puis une calèche, etc. Donc, vraiment, je trouve que ça appuie vraiment le côté débridé de la fuite. On tente par tous les moyens de rentrer chez soi. Comme si c'était encore, voilà, comme s'il pouvait encore échapper à quelque chose. Bien sûr que c'est trop tard. La chose est consommée. Elle s'est consommée en 3 actes. Ce chiffre rituel est revenu à chaque fois. Voilà, la fameuse trinité inversée, on l'a retrouvée dans beaucoup de films qu'on a couverts ici aussi. C'est aussi une structure que je trouve très incantatoire dans ce qui peut se passer, ce qui peut nous rappeler le conte aussi. Donc il y a eu 3 franchissements, il y a eu 3 cadenas. Un premier temps de la menace, un début de dérive, un deuxième temps un peu de confirmation peut-être. Là où il prend en main les cadenas, il les manipule, il les pose, il participe là, ça y est, tout d'un coup il s'implique réellement, collabore presque en fait à l'ouverture, il invoque le conte. À partir du 2e cadenas, on a littéralement une perte de neutralité de sa part. C'est là où il essaie d'ouvrir le 3e. C'est magnifique. Et enfin, le dernier soir, j'aimerais vous voir. Donc c'est un appel. C'est l'appel de Magnus. Ce n'est pas l'appel de Cthulhu, c'est l'appel de Magnus. Et là, le couvercle bouge. Et donc, dans un premier temps, il voyage par bateau. Ses notes vont changer, son écriture, donc on nous l'atteste, qu'elle tremble, elle est saccadée, elle fait peu sens, elle devient obsessionnel, parce qu'il commence à faire quelque chose de très étrange, il compte les passagers, il les énumère, il les décrit, il les reprend, il les numérote, etc. Donc, une façon comme ça de ne pas perdre la raison. Il s'agrippe parce qu'il peut, à quelque chose de tangible, à quelque chose qu'on peut compter, à quelque chose qu'on peut énumérer finalement.
On se rabat ici peut-être vers quelque chose de très prosaïque finalement. On s'est rassuré comme un peu avec quelque chose qui neutralise finalement l'horreur de cette chose impossible, de ces choses qu'on ne peut pas voir, de ces choses qu'on ne peut pas mesurer, quelque chose d'impondérable. Et là, à la place, il va compter pasteur d'un village, 24e voyageur, 25e voyageur, un voyageur de commerce, 26e, un homme. Alors j'aime bien parce qu'il les énumère. À un moment donné, dans sa numérotation, on a 26e voyageur, un homme au long manteau noir, chapeau large, 27e, un petit homme encapuchonné. Maintenant, on se dit, mais merde, mais c'est eux en fait. Et lui continue à décompter, il ne remarque pas. Puis après, il les barre parce qu'il ne les voit plus, puis après, il les revoit. Apparemment, ils sont dans la chambre numéro 13. Donc vraiment, c'est noir sur blanc là à ce stade. Je n'ai pas encore vu leur visage. Il continue à faire son compte. Et donc c'est génial. Donc ça, il ne le montre pas dans le film. Je crois qu'on aurait pu vraiment penser ce montage comme ça des voyageurs qui passent qui passent à travers son carnet. Donc ils sont présentés par photo, tout simplement. Donc voyageur 1, voyageur 2, voyageur 3. Ah, le compte, un petit diablotin, voyageur 5, voyageur 6. Ça, c'est génial. Il les voit, mais il ne les voit pas. Donc il a toujours été aveugle, de toute façon. Il y a encore cette résistance chez lui. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement consommé, on le voit à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il ne les voit toujours pas. Donc je crois qu'ils sont 28, mais à table seulement 27 viennent manger au repas. Donc le comte ne doit pas manger, je pense qu'il est juste assis. Et par contre, la petite figure encapuchonnée n'apparaît pas toujours. Elle ne vient pas à table, en tout cas. Donc ils sont en train de voyager avec lui. C'est presque drôle. Ça pourrait vraiment dériver sur quelque chose d'assez loufoque, quoi. Donc voilà, on a cette méthode sur la fin, cette méthode contre c'est peut-être un remède à l'hallucination, voilà. On a là les derniers recours d'un esprit rationnel qui tente de comprendre, voilà. Il vérifie, il compte, il recompte, il classe, il essaie d'échapper à la traque comme il peut, voilà. Et d'ailleurs, je trouve assez intéressant que sur ce bateau, le comte ne l'attaque pas. Ils le suivent, parce que sur le bateau, il aurait pu le tuer. Dans sa cabine, il aurait pu l'attaquer. Mais non, ce n'est pas là qu'ils attaquent, ils attendent. C'est une chasse, il y a un plaisir peut-être qui est pris là chez Magnus. D'ailleurs, on se rappelle que sur le sarcophage, il y avait ce dessin de la chasse, et il observait l'homme courir, donc il y a peut-être quelque chose qui lui plaît là-dedans. Draxal court, et il regarde. Il n'attaque pas tout de suite. Il y a quelque chose qui est en suspens. Et ce statu quo, il y a une bascule du statu quo qui se déroule à un endroit bien précis, qui a toute son importance aussi. Parce que quand ils arrivent en Angleterre, alors je ne sais plus s'il prend le train, mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend une voiture fermée à un moment donné. Peut-être qu'il a peur peut-être des foules, d'aller en gare, tout cela, donc voilà, il essaie de s'isoler autant que possible. Sauf que dans cette course, dans cette calèche, finalement, où il arrive enfin peut-être à se détendre un peu, à un moment donné, il observe par la fenêtre, et puis vient cette scène du carrefour. Donc il fait nuit, clair de lune, encore une fois, hein, donc, il est penché donc, par la vitre, et là, à un croisement, à une intersection, deux silhouettes immobiles. Alors dans le film, c'est encore plus terrible parce que la plus petite se redresse et on se rend compte qu'elle est absolument géante, je crois. Et l'effet est terrible, ça fonctionne tellement bien. Donc ces éternelles silhouettes, hein, une grande en manteau et chapeau, et une plus petite encapuchonnée. Et là, le cheval s'emballe. Il les a vus et il sait. Et là, il n'y a plus de doute. Le doute n'est plus permis. Il a enfin compris. L'hypothèse devient certitude. Que cette confirmation arrive au carrefour, je trouve que ce n'est pas anodin, on en a déjà parlé aussi, hein, que le carrefour, c'est le lieu symbolique des passages, c'est le lieu du deal aussi avec les diables, c'est le lieu où le contrat se fabrique, c'est le lieu où différentes dimensions se rencontrent, et donc c'est le lieu où lui bascule dans l'horreur. Et là, j'ai l'impression que presque un pacte était attendu, parce que voilà, le carrefour, c'est le lieu du pacte aussi. Donc une transaction devait peut-être avoir lieu à cet endroit. Il a invoqué le comte après tout. Donc c'est comme s'il avait réclamé un entretien ou une entrevue. Donc ça va se passer là. Mais lui, il va fuir bien sûr cet entretien. Donc il finit peut-être de se condamner à ce moment-là. Il y avait peut-être un deal à tenter avec le comte à cet endroit. Qui sait? Donc il arrive au village le plus proche, dans un état pathétique, hein, on le devine. Il arrive à y trouver un logement, et il survit 24 heures quand même. Pendant 24 heures, il ne se passe rien. C'est encore une fois le silence. Le comte la laisse un peu comme ça, écumer dans sa propre peur, dans sa propre transpiration. Et là, ses notes deviennent quasi incohérentes. Hein. Donc, il continue à écrire, à répéter qu'a-t-il fait, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. N'y a-t-il aucun espoir? Il ne va pas chercher de l'aide. On dirait qu'il est complètement résigné au fait de ne pouvoir convoquer aucune aide face à cela. Moi, j'aurais quand même tenté une église. Hein. On ne sait jamais. C'est un malentendu. On voit encore une fois que le personnage n'a pas fondamentalement changé, malgré ce qui est en train de lui arriver, parce que les solutions qu'il envisage, et qu'il sait très bien ne pas être des solutions, restent encore une fois de l'ordre d'une réalité tangible quelque part. Il se dit que les médecins le diraient fou, que la police rirait de lui. Je ne sais pas s'il envisage le pasteur ou pas du tout. Je ne me rappelle plus, il me semble que pas vraiment. Et je trouve ça donc assez drôle, en fait, que là, ils se disent, mais mon Dieu, je suis poursuivi par un revenant, je suis poursuivi par une entité démoniaque, et qu'ils ne se rabattent pas sciemment sur la religion, en fait, tout simplement pour trouver une protection. Il a peut-être une croix avec lui, je ne sais pas. Alors je dis beaucoup de je ne sais pas à cet endroit-là quand même, je me dis que je devrais peut-être me documenter avant de dire n'importe quoi, mais il me semble vraiment pas. Il me semble vraiment pas. Parce qu'il y a le film et le livre aussi qui se mélangent aussi dans ma tête aussi. Il a peut-être une croix dans le film, mais il ne me semble pas que ce soit attesté dans le livre. Et bien entendu, le lendemain, on le découvre. On le retrouve mort. On ne nous décrit pas le corps. On nous dit juste que les témoins se sont évanouis. Et que le verdict qu'on a pu tracer, c'est une visitation divine. A visitation from God.
C'est qu'une façon de dire tout simplement, nous ne pouvons pas nous expliquer ce qui s'est passé là. Dans le film, il l'interprète comme étant la même punition qui est tombée sur le bel homme qui avait chassé sur les terres du comte, c'est-à-dire que la peau du visage avait été arrachée. Je ne trouve pas forcément cette punition pertinente. J'ai l'impression que la punition a souvent un rapport avec la nature même du délit. La hantise chez l'un, la hantise repoussée à vie, donc une sorte de purgatoire comme ça, de rédemption. Le visage arraché du bel homme, plein de confiance, plein de ses beaux attributs, donc qui se les voit arrachés. Et là, chez Wraxall, c'est la curiosité, la tentation, cette curiosité infinie finalement, qui aurait appelé peut-être une autre sorte de punition. Je trouve que juste arracher la peau du visage, je ne vois pas vraiment l'intérêt ici en fait. Donc c'est la solution qu'ils ont trouvée dans le film, mais dans le livre, c'est pas ce dont il est question. Peut-être qu'on lui a tout simplement arraché, ouvert le crâne et absorbé le cerveau, que sais-je. Et donc Wraxall finit par le payer. L'histoire s'achève de cette façon. C'est la punition d'une insistance déplacée qui a franchi les bornes. Ce n'est pas tant la punition du savoir ici qui a lieu, c'est vraiment ça, c'est qu'il est allé trop loin. Tout bêtement. Il a ignoré les mises en garde, que ce soit du diacre, de l'aubergiste. On l'a dit, le folklore et le théologique se sont joints pour lui dire d'arrêter, de faire attention. Il a continué. Et donc c'est cette transgression qui le mène à sa perte. Et donc des années plus tard, cette maison dans laquelle il a résidé est détruite et en fait les papiers, donc son journal et tout cela est retrouvé dans un placard oublié. Et donc c'est comme ça qu'on fabrique, qu'on construit justement cette prétendue documentation épistolaire de l'ouvrage ici. Ce qui est fascinant aussi, que je trouve, c'est que la créature n'est jamais vraiment décrite, donc il y a plein de choses qui sont plutôt suggérées. On a une gravure, on a un appendice qui déborde, on a un cri, on a un rire, on a des nombres qui ne fonctionnent pas, qui ne correspondent pas, donc les choses apparaissent, disparaissent, on a une chasse qui prend son temps, on a tous ces éléments-là qui font une poursuite savoureuse, une exécution qui est retardée et qui nous tiennent en haleine dans cette histoire. Le comte Magnus n'est pas craint que pour sa brutalité, mais aussi pour son goût du jeu cruel, en fait, c'est vraiment un sadique. Sur le bateau, comme je l'ai dit, il aurait pu agir. C'est l'impression que l'histoire nous donne, on ne voit pas de raison pour laquelle cette punition tarde. Pourquoi laisser Wraxall voyager, le laisser fuir? Pourquoi ne pas le frapper dans le mausolée? Je pense que la scène sur le sarcophage du comte en train d'observer, cette scène gravée où il ne chasse pas lui-même, il regarde, c'est ce que ça décrit, je pense. Il laisse le familier poursuivre, et ça, il le savoure. La poursuite, c'est vraiment le préliminaire du châtiment, si on veut. Il faut que Wraxall comprenne, il faut qu'il soit acculé complètement. Il faut qu'à la fin, qu'il puisse comprendre qu'il n'y a plus d'issue possible. Mais c'est seulement quand il a compris que le châtiment s'abat. Ça, c'est drôle parce que quand on pense aux jeunes chasseurs qui, eux, ont eu une punition assez immédiate, c'est vrai que chez eux, n'ont pas invoqué Magnus, pour le coup. On a plutôt quelque chose de l'ordre de l'intrusion. Donc on a une réaction très territoriale de Magnus, quelque chose chez lui de très féroce, de très proche du prédateur qui défend son territoire. Et donc la prise en charge est assez immédiate. Donc les braconniers, c'est une punition immédiate. Celui qui invoque, se produit donc une rencontre dans un premier temps, au niveau du carrefour, avant que l'exécution ne soit prononcée. Donc c'est encore plus terrible chez Wraxall, c'est terrible parce que c'est une certitude progressive qui le tue à petit feu. On a un ébranlement progressif comme ça, de l'assurance raisonnée qui tombe, toutes les parois finissent par tomber, à la fin il est complètement à nu, complètement à la merci du comte. Et encore une fois, je me demande si cette façon qu'il a eu de le convoquer, de l'invoquer, ne demandait pas à ce qu'un contrat soit signé, d'où cette rencontre au carrefour. Comme si le comte reconnaissait en lui une sorte d'égal, intellectuel en tout cas. Le carrefour serait peut-être le lieu d'un rendez-vous raté, c'est l'impression que ça me donne. Après tout, c'est là que Wraxall les voit pour la première fois de manière très claire. Pas sur le bateau, vraiment au carrefour. Je pense pas que ce soit un hasard. C'était un lieu de bascule dans cette narration. Donc, une rencontre qui ne se fait pas. Donc, il choisit la fuite, donc il est exécuté. Et donc, cette construction de l'histoire n'est pas sans rappeler d'autres contes de M.R. James. J'aimerais vraiment tous les couvrir, mais je ne pense pas qu'on ait le temps. Mais la punition est toujours savoureuse. On attend toujours ce moment où celui qui a ignoré toutes les alarmes, toutes les alertes, celui qui est allé trop loin, celui qui a poussé la chose, sera puni. On se dit un peu bien fait. Il y a une satisfaction presque finalement à voir cette chose tomber. Et pourtant, le personnage ne nous est pas décrit comme étant antipathique ou quoi que ce soit. Juste que les signaux sont là, lui les ignore. Donc derrière cette raison inébranlable qu'il a, à toujours ressortir des arguments scientifiques, de retenue, à mépriser le folklore, on se dit bah tu vas voir. Et finalement, la chose finit par arriver. Mais d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Certains ont tout à fait conscience de quoi ils retournent. Dans d'autres histoires de M.R. James, d'autres ont vraiment conscience de ce qui se déroule et feront le choix conscient d'aller titiller finalement ces entités, d'aller titiller ce pouvoir, d'aller un peu prétendre aux récompenses qui sont promises à travers cela. Et le paieront également. Les quêtes humaines dans ces histoires, c'est souvent ça, c'est la connaissance, c'est l'immortalité, c'est la jouvence éternelle. Je pense par exemple à cette histoire d'un conte qui cherche des petits-enfants de 13 ans pour leur arracher le cœur et faire une sorte de potion qui les rendrait éternels. Mais il y a aussi une histoire un peu plus obscure, un peu moins connue d'ailleurs, qu'on trouve assez difficilement sur Internet. Alors le titre de l'histoire est pareil, assez très difficile à dire en fait, c'est The Fenstanton Witch, c'est en gros la sorcière de Fenstanton. Et c'est une histoire qui se passe début 18e, en Angleterre toujours, et
On suit deux hommes, nos deux protagonistes ici, Nicholas et Stephen, au King's College. En fait, ce sont des universitaires, mais aussi en même temps des prêtres anglicans, dans un parcours assez classique en fait, entre études universitaires, mais sous la coupole un peu de l'église. Hardman est le personnage sombre, l'austère, un peu inquiétant, là où Ash est certes plus robuste, mais plus lent, mais en apparence, a priori, rien ne les distingue. Alors ils sont tout le temps ensemble, ils traînent tout le temps ensemble. On va dire qu'ils sont bien partis pour devenir pasteurs, se marier, avoir une vie tranquille, voilà. Mais en réalité, eux, ils sont intéressés par tout à fait autre chose. Ce qui va contraster ici dans la quête de ces jeunes hommes et le lieu dans lequel ils étudient, c'est l'université finalement, est un lieu calme, presque endormi, même si derrière cette tranquillité, on a des tensions religieuses, des querelles universitaires. Mais surtout, on a un monde rural, il nous est décrit comme tel, encore une fois, profondément marqué par les superstitions. On en est encore un peu à faire la chasse aux sorcières, par exemple. Donc, dans les environs tout proches de l'école, les croyances anciennes n'ont jamais tout à fait disparu. Et très rapidement, on nous brosse ici nos deux lascars d'une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'ils vivent à l'écart. Ils ont une chambre commune, en fait, qui est toujours verrouillée. Ils sortent peu, et quand ils sortent, c'est la nuit. D'ailleurs, la nuit, dans leur résidence, on les entend marcher, gémir, incanter des choses, j'imagine. Il est d'ailleurs rapporté qu'un collègue frappa un jour à leur porte et une odeur étrange s'en échappait, comme un feu de vieux chiffons et d'os. Donc une petite tambouille sympathique, mais voilà, on comprend tout de suite que quelque chose ne va pas avec ces deux-là. Et un soir, au dîner, pendant que toute l'école est réunie, il y a une discussion qui va les intéresser, qui va tout faire basculer si on veut. Il est question alors c'est un homme qui revient d'un village voisin, donc Fanstanton justement, Fanstanton, où il raconte qu'une vieille femme y a été accusée de sorcellerie, à nouveau. Voilà, la même dame en fait qui s'apprend tous les ans un ducking. Alors le ducking, c'est quand on attache la suspecte à une chaise, vous avez dû le voir dans un film, une punition assez courante pour les sorcières, donc de les attacher sur un siège qu'on va plonger dans l'eau. Donc si elle flotte, elle est coupable, si elle coule, elle est innocente, voilà. Bon. Ou alors juste on la trempe, on la ressort, on la trempe, on la ressort, on la soumet comme ça à un interrogatoire, elle demande pardon, elle abjure, etc. Voilà. Dans la plupart des cas, elle mourrait quand même. Et donc justement là, cette vieille dame finit par mourir. Les avis sont assez partagés sur la question. On se rend compte que la plupart ne sont pas convaincus de l'existence attestée des sorciers ou des sorcières, bien que d'autres affirment que cette dame avait les yeux rouges et des pupilles de chèvre. Donc les signes un peu traditionnels, un peu de soit des agents du diable ou du diable lui-même d'ailleurs. La conversation dévie d'ailleurs sur un point qui va aussi être un point d'intérêt. C'est celui du sort d'une autre sorcière qui, à sa mort, avait été enterrée malgré des protections mises en place, avait été emportée par les démons. Donc on se rend compte effectivement que l'âme de la sorcière, à sa mort, est convoitée. Et cette convoitise n'est pas que le privilège des démons, on va se rendre compte qu'effectivement, que nos deux lascars, l'âme de la sorcière les intéresse. Il y a quelque chose à faire avec, on va dire. Et donc eux, ils écoutent cette histoire, mais ils sont tout de suite très intéressés. Et donc ils vont se retirer subtilement, et cette nuit-là, tout aussi subtilement, ils quittent le collège, avec des paquets, ne comptant revenir que le lendemain matin. Alors on ne les sent pas tout à fait rassurés. Alors, il me semble que c'est Ash qui évoque une légende, ici justement, les mêmes forces qui sont venues chercher la sorcière de Berkeley, venaient ces nuits pour chercher celle de Fanstanton. Il y a une course là. Qui se servira le premier? Donc eux sont clairement intéressés. D'ailleurs, c'est Hardman qui le précise. S'ils obtiennent 3 mèches de cheveux et un morceau du linceul, ils pourront contrôler les esprits. Donc il y a un pouvoir qui vient avec. Donc eux veulent quelque chose de très matériel, là où les démons, eux, ou en tout cas les autres, ils ne disent pas démons à proprement parler, mais ils disent les autres veulent l'âme. Chacun trouvera à boire et à manger. Il n'y a pas de raison de marcher sur les plates-bandes les uns des autres. Mais ça ne passera pas exactement comme prévu. Quand ils arrivent au cimetière, ils commencent leur rituel. Donc c'est un véritable rituel de magie cérémonielle avec deux cercles tracés au sol, des symboles planétaires, des noms sacrés en hébreu. Donc tout cela est attesté par des grimoires anciens. Encore une fois, le but est simple. D'une part, se protéger. Les cercles sont souvent là pour ça. Donc de part et d'autre du cercle, donc il y aura celui qui invoque et de l'autre côté les esprits invoqués ou les choses invoquées. Donc il y a une barrière comme ça qui protège. Les symboles planétaires avec chaque planète avec ses significations, notamment une planète qui va signifier le mort, le monde des morts, les esprits, Saturne, il me semble. Et de l'autre côté, des noms sacrés en hébreu, donc des noms divins, si on veut, différents noms de Dieu, mais qui sont ici utilisés dans une cérémonie impie, donc qui sont pervertis. Mais voilà, le pouvoir se retrouve bien dans ces ouvrages-là, quelque part. Donc voilà, on reconnaît encore une fois ici cette ambiguïté chez M.R. James, en fait, où l'ouvrage, le livre, est lu et peut être utilisé à mauvais escient, quand même. Et donc, quand arrive minuit, ils se mettent à réciter, donc une sorte de liturgie, encore une fois, déformée, pervertie. Ils déclament ainsi des psaumes censés les protéger des démons. Mais encore une fois, il faut vraiment remarquer cela, donc le sacré, qui est utilisé pour commettre des actes assez impies, finalement. Là, violer un cadavre, littéralement. Alors, violer un cadavre, c'est peut-être fort, mais plutôt en tout cas désacraliser un cadavre. Et c'est là qu'il va y avoir une apparition. Effectivement, quelque chose d'autre était intéressé par la sorcière. Alors, intéressé par la sorcière, ou c'est l'âme même de la sorcière? C'est assez ambigu, ce n'est pas précisé. Toujours est-il que Ash s'effondre, et Hardman se tourne alors vers la tombe pour voir
quelque chose. Il y a une créature, une sorte d'immense chauve-souris, mais qui a quelque chose d'humain, une tête humaine, une créature hybride, une harpie presque, avec des yeux qui brillent dans l'obscurité. Et sous elle, la terre est en train de bouger. Donc c'est soit la lame qui est en train de sortir, qui est donc réclamée par cette créature, ou alors c'est cette créature qui est donc la transformation ici, donc l'incarnation finalement de l'âme de la sorcière. Voilà, c'est assez ambigu sur ce point-là. Toujours est-il que cette créature se lève, les voit, et marche droit vers eux. Et on se rend compte, enfin ils se rendent compte à leur grand désarroi, que le cercle magique ne sert à rien. Les symboles finalement ne serviront à rien. La créature va lever ses griffes sur le visage d'Hardman qui perd connaissance. Et donc le lendemain, c'est Ash qui le ramène vers leur résidence. Hardman est bien vivant, mais il est devenu aveugle et il ne verra plus jamais. Ash s'occupera de lui pendant 20 ans. Les deux hommes vont tout abandonner, toutes leurs recherches, tous leurs ouvrages, tout cela. Donc c'est assez radical comme punition. Ils finiront par expier dans le silence et dans la faute. Voilà, ils vivront réclus. Et donc à Cambridge, l'affaire est étouffée. Les objets sont détruits, les preuves disparaissent et un serment de silence est prononcé. Et il ne restera de tout ceci, il ne restera d'ailleurs dans les archives du collège, parce que bien sûr, il faut toujours tout archiver, que tout soit tracé, retranscrit. Il y aura une déclaration des deux hommes qui renoncent solennellement à toute pratique interdite par la suite. Rien de plus. J'aime beaucoup cette histoire pour sa sobriété, en fait. Elle va assez droit au but. C'est vraiment presque une anecdote, une mésaventure, assez tragique, assez horrible, horrifique. Mais finalement, on a vite fait le tour. Voilà, c'était deux personnes érudites qui vont sciemment, cette fois-ci, ce n'est pas, voilà, ils ont bien conscience des possibilités, ils ont bien conscience des existences unies, là où Wraxel n'en savait rien, malheureusement. Mais ils font quand même le choix d'aller titiller ces entités, d'aller pactiser avec. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Encore une fois, toujours, malgré les ouvrages, malgré les textes, malgré tout ce qu'on peut trouver, à lire, à assimiler, ça ne sera jamais une connaissance tout à fait maîtrisée. Voilà, j'aime beaucoup cette part de risque qui concerne à la fois les victimes de ces sorciers, mais aussi risque pour le sorcier lui-même. Et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus pathétique chez eux, c'est que finalement, ils n'ont presque rien fait. Ils n'ont même pas eu le temps d'invoquer quoi que ce soit. Ils ont juste interrompu quelque chose, et la chose qu'ils ont interrompue n'a pas du tout apprécié. C'est littéralement ce qui se passe en ce qui les concerne. Donc j'aime beaucoup cette histoire pour ça. Ce n'est pas un rituel réussi du tout, mais vraiment un désenchantement. Voilà, c'est vraiment ça la mésaventure en fait. C'est deux étudiants qui brûlent les étapes. Ils croient comprendre, alors qu'en fait, ils sont complètement dépassés. Donc ces deux hommes retiennent une leçon très simple, et le problème, c'est qu'ils vont la payer toute leur vie. C'est que certains savoirs ne donnent pas du pouvoir, mais plutôt qu'elles ouvrent des portes. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'on a envie de rencontrer ce qui se trouve derrière ces portes? Eh bien, je trouve qu'à cet endroit, ça nous fait un bon petit ponton pour introduire justement The Hunter of the Dark de Lovecraft, où on verra à peu près la même procédure ici, avec une autre conclusion. Absolument. Et une autre façon, justement, d'approcher le savoir, la connaissance et ses possibilités.